Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h49, remettre le citoyen au cœur peut-être de la société. Est-il temps d'installer justement ce citoyen à la table du gouvernement? Pour en parler aujourd'hui, Aurélie Gros est avec nous, organisatrice du sommet citoyen G500 qui démarre aujourd'hui jusqu'à demain à Marseille. Oui, à Marseille. Bonjour Aurélie Gros. Bonjour à tous. Quel est l'objectif de ce sommet citoyen? Est-ce que vous posez la question, finalement, il faut redonner les clés aux citoyens plutôt qu'aux partis politiques, sachant que vous venez vous-même de la politique? Je viens de la politique effectivement, mais plus du tout dans un parti politique, puisque on reste persuadé, ce collectif de plusieurs associations qui représentent à peu près 500 000 citoyens. Donc je parle évidemment de démocratie ouverte, handicap, république, société, santé en danger, I2M, Electis, les papillons de jour, un amour de justice et évidemment la France vraiment. Si vous voulez, on a voulu monter ce sommet citoyen. C'est un objectif, c'est de préparer à la façon, en fin de compte, des G7 et G20, des décisions et éclairer telles qu'elles le sont lors des grandes rencontres des décideurs, avec évidemment des phases préalables, des discussions formelles et informelles avec des citoyens, suivi de déclarations, de résolutions et conclu par un communiqué final pour pouvoir justement solliciter nos décideurs et les pousser à changer leur manière de faire de la politique. Oui, c'est ça, pour reconnecter un petit peu les politiques avec le terrain en quelque sorte, c'est ça ? C'est ça, reconnecter les politiques avec le terrain et aussi reconnecter les citoyens avec la politique. Vous le voyez dans les urnes. Je pense que les urnes parlent d'elles-mêmes. Les Français se désintéressent du vote, pensent que ça ne sert à rien, n'ont plus confiance en leurs décideurs. Et aujourd'hui, c'est aussi de revivifier cette démocratie représentative par de la démocratie participative. Oui, c'est vrai. Frédéric Dabi est avec nous aussi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On va parler dans un instant de notre balise qui est sur la sécurité, Frédéric, mais d'un mot par rapport à ce que disait Aurélie Gros, c'est-à-dire que les Français ne se sentent pas toujours représentés par les partis politiques traditionnels. Vous avez fait beaucoup d'études sur ce sujet à l'IFOP. Quelle est l'évolution des choses ? Oui, c'est vrai, ça a été très bien dit par Aurélie Gros. Il y a une défiance, une déconnexion des Français vis-à-vis des partis politiques qui pendant longtemps étaient des corps intermédiaires essentiels. C'était notamment les militants des partis politiques qui désignaient les candidats à l'élection présidentielle. Les primaires ont tout changé. J'ai retrouvé une balise IFOP fiduciale pour Sud Radio de 2019 où on voit qu'aucun parti politique a une cote d'opinion majoritaire. Les scores n'ont pas d'importance dans le sens où de plus en plus, les Français ne passent pas par la case parti pour se sentir représentés. Et ça a été bien dit également, il ne faut pas oublier, on est à 9 jours d'une élection législative où j'ai envie de dire, malheureusement, ça sera notre balise de la semaine prochaine, il y a tous les risques que l'abstention soit majoritaire comme en 2017. Ça serait la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République que l'abstention serait majoritaire. Et la raison qui a été invoquée par Aurélie Gros est très juste. Les Français nous disent à quoi bon voter. Il y a une logique de vanité, d'inutilité du vote. Oui, donc Aurélie Gros, dans le manifeste qui va conclure votre sommet, est-ce que vous allez vous arrêter plus sur des sujets, je ne sais pas moi, la santé, la justice ou autre? Oui, il y a plusieurs sujets. Alors déjà la démocratie, comment activer les nouveaux modes de citoyenneté. Je pense que c'est important. Il y aura un débat d'ailleurs avec les parlementaires, parce que ce qui est reproché aussi par les Français, il faut être clair, c'est que par exemple pendant le débat présidentiel, il n'y a eu aucun débat entre les candidats. Débat d'idées, on voit bien que la colonne vertébrale des partis politiques n'existe plus. Certains pouvaient penser qu'un tel candidat c'était la même chose que l'autre candidat, et il y avait une hyper personnification des candidats qui en fin de compte n'intéressaient plus les Français. Les Français ont besoin de parler de leur quotidien, ont besoin de parler de ce qu'ils vivent au quotidien et non pas voter pour une paroisse ou une autre. Ensuite, on aura effectivement un débat sur des citoyens engagés, alors avec toute la question de l'impôt, le consentement à l'impôt, le fléchage de l'impôt, la culture, le mécénat populaire, les fonds d'abondement, c'est des sujets qui passionnent les Français. Les Français ont envie aussi de pouvoir décider
à quoi servent leurs impôts. Donc ça, c'est des propositions qui ont été faites par un grand nombre de citoyens, donc on va échanger là-dessus. Un débat ouvert sur le monde, toutes les questions de francophonie. On a beaucoup parlé d'identité, vous voyez. Mais il y a des manières aussi de parler d'identité à travers des sujets comme la francophonie. Et aujourd'hui, ce n'est pas assez mis en valeur. Oui. Bon, et un grand débat, qui est une grande concertation sur la santé, qui est un sujet majeur, d'actualité majeure. Et le lendemain, absolument. le pouvoir d'achat. Donc vous voyez, on rentre dans tous les sujets qui touchent au quotidien des Français. Et on suivra tout ça en direct sur Sud Radio, parce que Philippe David organisera, évidemment, on ne va pas retransmettre tous ces débats, bien sûr, mais Philippe David va organiser dans les vraies voix ce soir, entre 17h et 19h, en direct de Marseille, des débats autour justement de ce sommet citoyen. Merci Aurélie Gros d'avoir été avec nous en direct donc de Marseille. Frédéric Dabi, d'un mot aussi sur la balise. Chaque semaine, nous avons une balise sur l'opinion des Français. Là, cette semaine, vous l'avez évidemment étudié sur le sentiment d'évolution de la délinquance, notamment après ce qui s'est passé au Stade de France. Qu'est-ce que dit cette balise? C'est dans le contexte du Stade de France, il y a des éléments qui sont assez préoccupants. La sécurité qui n'a pas été très présente, Patrick, pendant la campagne présidentielle, est un vrai sujet pour les Français. 69% ont le sentiment que ces derniers mois, la délinquance a augmenté. Alors quand même, c'est moins intense qu'en 2021, où 48% trouvaient qu'elle avait beaucoup augmenté. Mais en tout cas, c'est de moins en moins une préoccupation activée gauche-droite. Bien sûr, c'est plus cité par les électeurs Marine Le Pen, Zemmour ou Pécresse, mais une majorité d'électeurs Macron, une majorité d'électeurs Mélenchon ont le sentiment que la délinquance augmente. Et surtout face à cela, et c'est dans le contexte, vous en parliez, du Stade de France, il y a une confiance qui est très ténue vis-à-vis du pouvoir exécutif. 72% des Français considèrent que le bilan d'Emmanuel Macron en matière de lutte contre l'insécurité est négatif, et c'est le cas dans tous les électorats, sauf celui d'Emmanuel Macron, mais même dans l'électorat d'Emmanuel Macron, 30% pensent que le bilan est négatif, surtout quand on prend thème par thème, excepté la lutte contre le terrorisme, on a un petit 50% de jugement positif. Sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, il y a un contexte également particulier qui était une grande cause du premier quinquennat. 2/3 considèrent que le bilan est négatif et pas de différence femmes-hommes. 72% de bilan négatif sur le maintien de l'ordre au quotidien. On sort de 3 ans de gilets jaunes, de manifestations. Je mets même dans le lot ce qui s'est passé au Stade de France, l'incapacité à organiser des événements. On a vu une enquête IFOP-JDD très parlante de ce point de vue-là. Et sur la lutte contre la délinquance et la criminalité, je dirais la mère des batailles en matière d'insécurité, 3/4 de jugements négatifs, c'est clairement un domaine où les Français sont particulièrement sévères. Oui, et on va en reparler dans un instant avec Thierry Guerrier, Philippe Bilger également, éditorialiste ce matin, et puis vous aussi. Comment vous jugez justement ce bilan? Et puis surtout, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir en termes de sécurité? C'est vrai que ce qui s'est passé au Stade de France ne rend pas très optimiste, bien sûr, sur la situation. Ça nous a éclaté un peu à la figure. Qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300, on en parle dans un instant avec aussi Éric Revel qui sera avec nous. Cécile. Et très rapidement, on va vous offrir des places ce matin. Un cadeau, on va vous offrir deux places VIP pour assister aux Francopholies de La Rochelle. C'est le dimanche 17 juillet avec Julien Doré, Clara Luciani ou encore Dutronc et Dutronc. 0826 300 300 pour ces places VIP. 2 personnes en VIP avec, on vous expliquera quand on vous aura à l'antenne tout ce que vous allez gagner comme cadeau. 0826 300 300, Patrick, un chiffre. 14e. 14e. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h05 et tout de suite, c'est Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bon, Éric, avec vous, on va parler des grèves qui s'accumulent. Et puis d'ici aussi une demi-heure, on va retrouver Philippe Bilger, évidemment Thierry Guerrier et vous au 0826 300 300, notamment sur l'ensemble en fait de ces sujets qui occupent toujours la une de l'actualité. Je veux parler de l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce retour de maths en option, de cette une demi-heure de sport par jour en primaire? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez aussi, où il y a encore aussi le recrutement avec plus d'autonomie pour les chefs d'établissement, ou encore cette question de l'insécurité et tout. Est-ce que le gouvernement a eu raison d'être toujours, et notamment Gérald Darmanin, d'être dans le déni concernant le Stade de France après tout ce qui s'est passé et toutes les images? Revenons aussi avec un autre problème. Vous y êtes confronté directement.
les uns les autres sur le terrain, ce sont des grèves qui ont commencé. Et évidemment, Emmanuel Macron avec pas mal de mouvements de grève annoncés avant l'été et une température sociale qui monte, Éric Revel. Ah oui, le climat social se tend inexorablement dans le pays, je trouve. Aux questions de pouvoir d'achat viennent se greffer des revendications ultra-catégorielles, comme à la RATP, vous en avez parlé, dont les syndicats veulent mobiliser contre l'ouverture, c'est ça le principe de leur grève, à la concurrence, mais d'ici une quinzaine d'années, l'ouverture à la concurrence, vous voyez. Et pourtant, le RERB est donc de nouveau en grève ce soir, il y a le match de foot, donc je ne fais pas de dessin au Stade de France. Grève aussi, hier, c'était une première, il faut quand même y revenir, une première depuis 25 ans, avec une telle ampleur au ministère des Affaires étrangères, pour protester contre la disparition du fameux corps diplomatique, cette formation d'excellence qui faisait la gloire de nos diplomates partout dans le monde. Corps diplomatique quand même, ne l'oublions pas, supprimé d'un trait de plume, comme ça, claque sur un claquement de doigts par Emmanuel Macron entre les 2 tours d'élection présidentielle. Et puis grève aussi, en ce moment, dans le secteur de l'énergie, électricité, gaz, avec des débrayages prévus. Mouvements sociaux également dans les EHPAD, notamment dans le fameux groupe Orpea. Oui, alors que signifient tous ces mouvements? Quels impacts politiques d'ailleurs potentiels aussi sur les prochaines élections législatives? Ah ouais, je comprends bien. D'abord, ça veut dire que le pays peut entrer en ébullition sociale. Bon, premier point. Et que toutes ces grèves peuvent aussi donner plus de carburant au vote pour la gauche unie de Jean-Luc Mélenchon lors des législatives de la mi-juin. Cette grogne sociale, Patrick, arrive juste avant la pause estivale, les grandes vacances. Ce qui représente quand même pour le gouvernement un risque moins fort de voir la rue envahie par les manifestations, au moins jusqu'à la rentrée, si ces grèves continuent de perler, la rentrée de septembre qui peut être potentiellement très chaude. Oui, c'est ça. Avec ces mouvements sociaux, on sent une forme de fébrilité gouvernementale. On l'évoquait d'ailleurs aussi tout à l'heure avec Thierry Guerrier. Et d'ailleurs, où en est la réforme des retraites? Patate chaude un petit peu qu'on se refile. Ah bah oui, vous avez employé le bon mot, fébrilité gouvernementale. Preuve, vous parlez de la réforme des retraites, l'extrême prudence du gouvernement face à cette ébullition sociale. La fameuse réforme des retraites présentée comme la réforme mère du 2e quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette réforme, quand vous regardez dans le détail, elle est en train de s'effilocher, de disparaître même. D'un projet de loi dès cet été annoncé par Macron, on ne parle plus que de discussion en septembre ou en octobre, de discussion. On ne parle plus que de discussion sur la réforme des retraites dans les couloirs du pouvoir. Cette réforme des retraites bat de l'aile, c'est très clair. Et Elisabeth Borne, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a même indiqué que le départ à 65 ans, qui avait été annoncé là par Emmanuel Macron lors de sa campagne, que ce départ n'était plus un totem. Vous voyez, on regarde si on peut pas maintenant augmenter les cotisations plutôt que décaler l'âge de départ à la retraite. Donc le début de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, les affaires dans son gouvernement, le Stade de France, tout ça, c'est relativement quand même un échec. La crise du pouvoir d'achat, rajoute évidemment au malaise social. Le gouvernement et l'Élysée prennent garde à ne pas allumer de nouvelles mèches en différant justement, ou en enterrant peut-être la réforme des retraites, entre la faiblesse politique de ce gouvernement, entre les promesses parfois inconsidérées de Jean-Luc Mélenchon, entre la violence qui gagne du terrain, le climat social plombé par la crise du pouvoir d'achat, la France, je vais employer cette formule, on verra si elle fait florès, la France est dans un état d'ébullition avancé. Oui. Et ça vous fait réagir 0826 300 300. On va en parler donc avec nos éditorialistes et puis avec vous. En ligne avec nous ce matin, c'est Guy. Oui, bonjour Guy. Oui. Bonjour Guy. Bonjour messieurs, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Sud Radio. Merci encore une bonne émission. Ouais. Bon, j'ai 72 ans. Ouais. Donc, j'étais mon propre patron, chef d'entreprise, petite entreprise certes, mais des grèves j'en ai vécu et elles sont catastrophiques. C'est un principe dans ce pays de faire grève avant de s'asseoir à la table des discussions, quasiment. Ouais. C'est une sale mentalité. Et je conçois la grève, je l'accepte, mais pas systématiquement pour réclamer quoi que ce soit. Surtout que nous sommes dans une période très difficile, il faut que le Français s'en rende compte. Ouais. Grève des transports, vous savez, c'est toujours le même leitmotiv, les conditions de travail. J'ai œuvré dans ces grandes sociétés, ces entreprises, SNCF, RATP, Compagnie des Eaux, etc. Je peux vous assurer qu'ils ne sont pas malheureux dans les conditions de travail. Et j'aimerais aussi qu'on rappelle... ça dépend des endroits aujourd'hui, ça dépend un petit peu des endroits, mais non. Oui, non, mais en général, attendez, dans le bâtiment, j'ai travaillé dans le bâtiment aussi, on voit jamais le bâtiment se mettre en grève, c'est curieux ça. Bon, toujours parce qu'ils se sentent forts.
Ils se sentent forts, voilà pourquoi. Et bien évidemment. Donc là, nous sommes dans une sale période, critique d'une part, et nous avons aussi un endettement qui n'est pas des moindres, 3 000 milliards d'euros de dette. On a les mains liées pour agir, pour faire des choses. Oui, et résultat, il y a Michel Sardou qui provoque un petit peu, qui dit je me tire, moi. Si c'est ça, si Mélenchon, alors lui, il va jusque-là, si Mélenchon gagne les élections. Philippe Bilger, qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration en forme de provocation de Michel Sardou? Ah, mais elle est très intéressante, Patrick. En effet, dans Paris Match, il y a une partie de l'entretien qui est relativement classique, mais lorsqu'on lui pose des questions politiques, il n'y va pas de main morte, notamment sur Mélenchon et même sur Emmanuel Macron, dont il dit finalement que c'est un tas de mots qui ne débouchent jamais sur l'action. On retrouve le Michel Sardou très pugnace. Oui. Un Michel Sardou qui exagère un peu, Thierry Guerrier, ou alors Guy, en fait, qui va être avec nous dans un instant, et Philippe et Éric Revel. Oui. Non, mais il y a une irritation aussi de la France qui essaye, salariés comme chefs d'entreprise ou innovateurs, investisseurs, qui essayent de la porter le plus haut possible et qui se voit gêné dans son action, dans son énergie, par des gens qui ont le pouvoir, l'autorité comme ça, sans la légitimité, de bloquer le système. Et c'est toute l'affaire du RERB. On fait des grèves préventives. Oui, allez-y Guy. Oui. Voilà, vous savez, quand vous avez un bon patron, vous êtes capable qui vous parle, qui vous dit voilà, il faut qu'on se serre la ceinture parce qu'on a une mauvaise période, une mauvaise passe ou quoi que ce soit. Lorsque vous avez un bon patron, lorsque vous êtes bien dirigé, les gens acceptent. Ça fait 50 ans qu'on a des gens incompétents qui nous ont dirigés. Incompétents. La preuve en est, c'est qu'ils ont dirigé en empruntant. Le plus petit chef d'entreprise à qui vous donnez l'autorisation de diriger le pays, il est capable d'en faire autant à partir du moment où il peut puiser dans la caisse pour pouvoir satisfaire tout le monde. La caisse, il faut rembourser là maintenant. Il faut pas, voilà. Thierry Guerrier, de la même façon, moi je pense que Guy a raison. De la même façon que il faut peut-être faire évoluer les institutions et la vie politique pour une participation citoyenne accrue dans les entreprises. Les managers un peu sérieux ont compris aujourd'hui qu'il fallait d'abord réconcilier la stratégie du capital avec la stratégie aussi de ceux qui dirigent. Mais les managers sérieux aujourd'hui ont compris qu'il fallait aller chercher la substance, les idées, les propositions, par exemple pour les réformes amenées dans les entreprises pour la transformation climatique, la transition écologique, qu'il fallait aller chercher toutes ces idées et les exploiter pour réussir cette transition en embarquant tout le monde, et en évitant les oppositions un peu factices que l'on veut essayer de nous imposer. En attendant, il y en a des difficultés quand même, parce que évidemment c'est des difficultés sociales que vous venez d'évoquer, Éric Revel, effectivement. Le corps diplomatique qui se met en grève, c'est quand même... Guy, vous dites c'est une honte. Non, c'est pas une honte qui se met en grève, je comprends. Qu'est-ce que Macron fout alors qu'on a des problèmes beaucoup plus importants que de venir liquider ce corps diplomatique connu depuis des siècles. Oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas une réforme? C'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas des réformes à mener? Éric Revel, ensuite Thierry Guerrier. Pas le liquider. Je veux bien qu'on fasse des réformes, mais pas le liquider. Et Éric Revel. Quand on liquide l'ENA, quand on liquide le corps diplomatique, quand on liquide les lycées d'excellence comme Henri IV et Louis le Grand, on peut se poser la question de savoir si on n'est pas en train de liquider l'État-nation au profit d'une Europe fédérale. Moi, c'est la question que je me pose. Vous avez raison, moi, c'est la question que je pose depuis des dizaines d'années. Alors, juste Guy, sur les réformes quand même, les réformes, on n'a jamais réussi à porter des réformes économiques qui puissent nous permettre de rééquilibrer notre budget, dont je rappelle que depuis 1979 et la fin de Giscard, on n'a jamais voté un budget en équilibre. Ça me fait rire, mais ça me fait rire jaune. Mais quand même, il faut remarquer, Guy, puisque vous avez été patron, il faut aussi remarquer quand même que la crise du pouvoir d'achat avec l'envolée de l'inflation a révélé de manière nette les problèmes aussi de salaire qu'on avait dans ce pays. Or, souvent, les patrons expliquent, même en période de croissance, que c'est pas le moment, pour des problèmes de compétitivité, d'augmenter les salaires. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'on a un problème de salaire dans ce pays, de pouvoir d'achat. Et ce serait bien, vous voyez, ce serait bien, puisqu'on parlait de grève préventive, que
il y a une sorte de débat, de conférence entre la CPME, la CPGME, enfin l'ancienne confédération, voilà, et le MEDEF et les représentants syndicaux pour décider d'augmentation de salaire. Parce que la crise du pouvoir d'achat, c'est un des moteurs, et je passe la parole à Philippe Bilger, c'est un des moteurs de la crise économique et de la crise sociale qui est dans le pays. Philippe Bilger. Je suis frappé, tout à l'heure Eric parlait de fébrilité sociale, je suis tout de même un petit peu étonné par l'attitude du président depuis sa réélection. Si je peux me permettre, Patrick, de rapporter le propos d'une grande analyse politique qui me semble avoir eu une intuition en disant, au fond, on a presque l'impression que le président voulait réaliser le seul tour de force d'être réélu et que d'une certaine manière, au début de son second quinquennat, il avait exprimé tout son jus durant le premier, comme s'il y avait une sorte de passivité, d'attente. Certes, il y a les législatives dans très peu de temps, mais je ne suis pas persuadé que l'élan de réforme qu'il avait promis va se réaliser. En tout cas, il ne se réalisera pas par la simple suppression d'organismes et d'institutions qui n'avaient pas révélé leur inefficacité. Oui, absolument. Et avec tout ce qu'on a mis en évidence depuis ce matin, regardez les réformes qu'il faut mener. Cette histoire en fait du Stade de France où il y a eu un déni. Pourquoi ? Parce qu'on va le rappeler. C'est probablement parce qu'il y a une volonté que le thème de l'insécurité ne revienne et ne s'installe dans cette courte campagne autour des législatives, probablement. Ce que nous disait Carl Olive à demi-mot, il le reconnaissait en partie. Allez, vous voulez réagir sur ce sujet et pourquoi ce déni ? Revenir sur la question que nous posons autour de Gérald Darmanin, Cécile. Vous nous appelez 0826 300 300. La question sur Gérald Darmanin, on la rappelle. Je vais vous la rappeler. La question sur Gérald Darmanin ce matin, qui était là. Attendez, bougez pas. Elle est pas là. Bon, d'accord. Si elle est là, est-ce qu'il a commis une erreur ? Pardon, parce qu'il y a pas mal de questions ce matin en révélant l'origine des fauteurs de troubles au Stade de France. Eh bien, vous dites oui pour l'instant. Reconnaître, effectivement. Ça, c'est de la question. L'identité des fauteurs de troubles. Oui, à 96%. Donc, c'est encore augmenté par rapport à tout à l'heure. Et puis, tous les autres sujets qui sont évidemment sur la table, on en parle dans un instant. On parlera aussi de la reine tout à l'heure. 96 ans, un petit peu d'inconfort. Donc, elle n'ira pas à la messe, en fait, aujourd'hui. Et Philippe Bilger, juste avant d'en parler avec des spécialistes et historiens tout à l'heure à 9h30, reviendra aussi sur la France, l'attitude de la France vis-à-vis, en fait, de la reine et les quelques significations et messages que l'on a passés. Ce sera dans un instant avec vous. Il est 9h18. Il est 9h22, la suite des grands débats dans quelques instants avec Philippe Bilger, ce matin avec Éric Revel et avec Thierry Guerrier. Vos appels 0826 300 300. Et puis on a une gagnante en ligne puisque nous offrons un très joli cadeau encore ce matin. Et c'est Assiba qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Assiba. Bonjour Cécile. Bienvenue Assiba. Vous avez donc remporté 2 places VIP pour assister aux Francopholies à La Rochelle. C'est le dimanche 17 juillet. Donc c'est pas ce dimanche mais c'est le 17 juillet, je vais y arriver. Julien Doré, Clara Luciani. Nous met l'été en hiver maintenant. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes déjà allé aux Francopholies ? J'y suis allée, mais alors j'étais très jeune, j'avais 16 ans. Et bon, il y a quelques années. Alors vous verrez que les autres aussi ont un peu vieilli, à ceux qui y vont tous les ans. Donc vous allez pouvoir y aller en VIP. En VIP, ça veut dire que vous allez pouvoir regarder les concerts sur une plateforme et avoir accès à certains backstage, en l'occurrence celui du bar. Mais vous allez voir qu'il y aura pas mal d'invités. Il y a toujours des invités, il y a toujours des gens autour du bar VIP. On est ravis de vous offrir ce joli cadeau. Vous faites quoi dans la vie, Assiba ? Je suis taxi. Ah, vous êtes chauffeur de taxi. On dit quoi ? On dit chauffeur, chauffeuse ? On dit quoi ? Chauffeur. On dit chauffeur de taxi. On dit chauffeur de taxi, oui. Et ça se passe bien, tout va bien ? Très bien, oui. Je suis assez heureuse. Ça fait 4 ans et demi maintenant que je fais cette activité. Je suis contente. Est-ce que les clients sont contents du contexte aujourd'hui ? Ça se passe Est-ce bien. que ça râle un peu ? Dans un très peu quand même, parce que après il y a le service client qui est là, et puis moi je fais beaucoup de médical, donc du coup, oui. Je leur rends un peu sur service. Tout le secteur de Bordeaux, vous allez même au-delà de la Gironde ou pas ? Je vais beaucoup en Charente. D'accord. Oui. Et après, Charente, Bordeaux, quoi.
En tout cas, vous écoutez Sud Radio dans la voiture et vous avez bien raison. Merci beaucoup. Alors, pour aller dans les Charentes, c'est un peu compliqué. En revanche, il n'y a plus d'émetteurs Sud Radio parce qu'on n'en a pas partout. On en demande, on en réclame en permanence. C'est vrai. Mais effectivement. Ouais. On ne capte pas très bien là-bas. Non, mais vous pouvez vous télécharger. Vous téléchargez l'appli sur votre téléphone et hop, vous branchez directement sur votre radio et ça marche. Le DAB+ aussi pour les voitures récentes. Oui, mais qui n'est pas partout dans toutes les régions. Oui, en tout cas. Mais on va lancer des pétitions pour qu'il y ait des fréquences de Sud Radio partout. Mais bon, vous inquiétez pas, la voiture est récente, donc c'est bon. Super. C'est bien en tout cas. On vous embrasse. Merci Hasiba, on vous embrasse. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Et nous aussi. Restez avec nous en tout cas et continuez de vous écouter. Et on continue ces grands débats ce matin. Thierry Garrier, Éric Revel et Philippe Bilger. Et aux alentours de 9h30, on reviendra sur ces célébrations incroyables pour la reine d'Angleterre, puisque nous aurons ces invités. On vous expliquera pourquoi justement ce jubilé de la reine Elisabeth II et pourquoi c'est historique avec deux passionnés et deux experts. Et si vous voulez en parler, 0826 300 300, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Oui, et il y a toute cette question que j'évoquais tout à l'heure de l'insécurité. Qui revient à travers la balise, on le voyait de l'IFOP en fait tout à l'heure. Les Français ont quand même ce sentiment que ça s'est dégradé. On dit aussi que c'est peut-être la raison pour laquelle Gérald Darmanin n'a pas voulu parler en fait des bandes qui ont agressé, qui sont arrivées autour du Stade de France le week-end dernier. Philippe Bilger, avant Thierry Garrier et vous, Éric Revel. Philippe. Il y a quelque chose de typiquement français. Patrick, on a un désastre samedi dernier, un fiasco absolu. Non seulement il est hors de... La porte-parole du gouvernement vous dira qu'il n'y a pas eu de victime, il n'y a pas eu de drame. Oui, bien sûr, mais non seulement il est hors de question de faire démissionner un ministre, mais le président de la République éprouve le besoin hier ou avant-hier de réaffirmer sa totale confiance en lui. Non, moi ce qui me frappe tout de même, Patrick, c'est que en dépit du constat de certains sociologues lénifiants, j'ai la certitude que les violences, l'insécurité augmentent en France et notamment les violences collectives et qui sont commises par des auteurs de plus en plus précoces. Et que par conséquent, c'est un constat que le pouvoir a du mal à faire. Mais je serais même prêt à soutenir que si l'insécurité n'augmente pas, c'est que on a cette impression parce qu'il y a une forme d'impuissance et en même temps d'arrogance du pouvoir qui fait passer un message catastrophique auprès de la société. Comme le pouvoir ne parvient pas à combattre l'insécurité, on a en permanence l'impression qu'elle augmente, alors que probablement il y avait des transgressions très graves dans le passé de la même manière. Mais on a un pouvoir qui mélange la satisfaction de soi-même et une forme d'impuissance, et ça c'est redoutable, peut-être même pour les législatives. Oui, Thierry Garrier ? Oui, on sent bien que le pouvoir a peur que le fiasco du Stade de France impose cette thématique de la sécurité ou de l'insécurité au cœur de la campagne des législatives. Et le président de la République, pour reprendre ce que disait, ou pour aller dans la foulée de ce que disait Philippe Bilger tout à l'heure, le président de la République a un problème aujourd'hui. Son gouvernement, sa chef du gouvernement ne font pas de politique, alors que c'est dans nos institutions le chef du gouvernement qui doit être le bouclier du président et qui doit mener la campagne électorale pour obtenir une majorité au Parlement. Ce qu'elle ne fait pas. C'est lui qui est obligé de monter au créneau. Alors hier, c'était le terrain de l'école. Comme l'a souligné Philippe Bilger à l'instant, il a dû lui-même monter au créneau pour défendre Gérald Darmanin, ce qu'elle n'a pas fait. C'est un problème aujourd'hui. Ce qui fait que, par exemple, quand vous dites, mais enfin, grève scandaleuse du corps diplomatique. En réalité, il n'a pas supprimé l'ENA. Non, mais il n'a pas supprimé l'ENA. Il fait une école plus générale et il crée un corps d'administrateurs de l'État. On l'a appelé de nos voeux pendant des années. Il fait cette réforme, mais personne ne l'explique. Ils ne font pas de politique. Le résultat, c'est que la critique est là et elle est légitime. C'est ça. Éric Revel, quoi. Donc ça manque un peu de. Derrière, il y a peut-être des décisions qui sont prises, mais il y a manque d'explications derrière. Vous le trouvez aussi? Ça manque surtout d'autorité. Ça manque surtout d'autorité. Pas d'explication, ça mène à pas d'autorité. Vous avez raison. Il n'y a pas
Ben oui, il n'y a plus d'autorité. Il y a eu de l'autoritarisme de temps en temps d'Emmanuel Macron quand il suspend 15 000 soignants ou affiliés qui ne sont pas vaccinés, mais ça c'est pas de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Maintenant, mon cher Thierry Guerrier, une première ministre qui fait pas de politique, mais justement, Emmanuel Macron, il nomme des techniciens, il nomme des énarques. C'est lui qui choisit. Donc c'est bien évident que ces gens ne font pas de politique. Donc le roi, si j'ose dire, est nu, c'est-à-dire qu'il enchaîne les incidents, les affaires de ce Macron, de ce quinquennat 2. Il a une première ministre qui n'imprime pas politiquement, mais parce que c'est une technicienne. Et tout ça me semble très mal parti, je vous le dis comme je le pense, pour ce second quinquennat. Les affaires s'empilent, les scandales, parce que le Stade de France est un scandale d'État, s'empilent, et ce gouvernement est inaudible. Et on a des élections législatives qui vont peut-être nous réserver d'immenses surprises. Oui, c'est dans une semaine. Merci. Vous avez parlé du roi. À propos de la reine, on va en parler dans un instant. Ce sera notre vérité en face. Juste d'un mot, Philippe Bilger, sur la reine, justement. Pour son jubilé en France, le président l'a félicité au nom des Français et donc, en votre nom, mon cher Philippe. Bien sûr. Oui. Pardon, Patrick. Oui, et donc, vous appréciez la reine pour les mêmes raisons que le chef de l'État ou pas ? Je ne crois pas. Il y a quelque chose. D'abord, Patrick, j'ai l'impression que, en ce qui me concerne, je ne considère pas que la France a commencé en 1789. Premier point. Deuxième point, je suis frappé de voir à quel point, de manière obscure, la France d'aujourd'hui paraît regretter que la France de la Terreur ait guillotiné le roi Louis XVI. Et j'ai été très intéressé hier soir dans Les Vraies Voix par un sondage où les auditeurs mettaient pratiquement à 50-50 le désir ou non du retour de la royauté en France. Je n'en tire pas de conclusion décisive, mais c'est intéressant. En effet, Patrick, moi, j'entends le président féliciter la reine au nom de la France et de tous les Français, mais je suis persuadé que je n'aime pas chez la reine ce que le président de la République apprécie. Quand on compare la tenue, l'allure, la constance, la rectitude, la dignité de la reine et de sa manière d'être au pouvoir, si j'ose dire, depuis 70 ans, et certaines prestations républicaines et présidentielles, pour moi, pardonnez la familiarité, il n'y a pas photo. Et donc, le président de la République a tout à fait raison de féliciter la reine, mais qu'il ne me mette pas dans le coup. Bon, d'accord, c'est dit. Allez, on va justement s'y intéresser dans un instant avec deux invités qui seront avec nous en studio jusqu'à 10h. Merci. Absolument. Et on se retrouve dans un instant. Jérémy Stubb sera avec nous, directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur, et Guillaume Picon, historien spécialisé dans l'étude d'archives institutionnelles. Et vos appels 0826 300 300 justement sur cette question. Pourquoi est-ce que c'est historique, ce jubilé de la reine Elisabeth II? À tout de suite.